Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez certainement fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et surtout de suivre votre programme Espace Miné, 10h11 à 52, de lundi à vendredi. Nous sommes mardi et c'est mardi entrepreneuriat et nous vous le disions en ouverture ce matin, en volet de cet entrepreneuriat nous intéresse, nous allons parler du risque et le gain lorsque nous sommes en position entrepreneuriale. Comme d'habitude, nous allons d'abord passer la parole à Joseph Zambo, qui nous plante toujours le décor. Alors, parfois ici, dans un monde, dans le monde des affaires, la prise de décision est souvent un exercice d'équilibre entre risque et gain. Les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise doivent naviguer dans un environnement complexe où chaque décision comporte une part d'incertitude. Alors, au niveau du risque, on a justement des risques financiers où sont inclus les fluctuations des taux d'intérêt, les variations des taux de change et les pertes potentielles dues à des investissements mal avisés. Par exemple, une entreprise qui investit dans un nouveau produit sans étude de marché adéquate court le risque de pertes financières importantes. Les risques opérationnels, on a des risques réglementaires où les entreprises doivent se conformer à un cadre légal qui peut changer, ce qui peut entraîner des coûts supplémentaires. Par exemple, des modifications dans les lois fiscales peuvent impacter les marges bénéficiaires. Les risques concurrentiels où la concurrence accrue peut réduire les parts de marché. L'absence d'innovation peut également exposer une entreprise à des menaces de nouveaux entrants. L'évaluation des risques. Bon, au niveau de la partie d'identification des gains, il y a plusieurs types de gains. Il y a des gains financiers où les profits générés par les ventes ainsi que l'augmentation de la valeur des actifs constituent des gains financiers. Par exemple, une entreprise qui réussit à réduire ses coûts de production peut augmenter ses marges bénéficiaires. On a des gains stratégiques. Cela peut inclure l'acquisition de parts de marché, l'amélioration de la réputation de la marque et le développement des relations avec les partenaires clés. Une stratégie de branding efficace peut renforcer les bénéfices des clients. Il y a des gains opérationnels ou l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, par exemple, grâce à l'autonomisation, permet de réduire les coûts et d'augmenter la productivité. Il y a les gains sociaux. Une entreprise qui adopte des pratiques durables peut non seulement améliorer son image, mais aussi attirer les clients soucieux de l'environnement. Il y a des mesures des gains. Alors, les gains doivent être mesurés par des indicateurs clés de performance. Cela peut inclure le taux de croissance des revenus, rentabilité nette, satisfaction client. Alors, les liens entre le risque et le gain. Prise de risque calculé. Déjà, alors la prise de risque calculé est essentielle pour la croissance. Les entreprises doivent être prêtes à prendre des risques mesurés pour innover. Par exemple, le lancement d'un nouveau produit sur un marché cible peut comporter des risques, mais si le produit répond à un besoin, les gains peuvent être significatifs. L'innovation et prise de risque. Les entreprises qui encouragent une culture d'innovation sont souvent celles qui prennent des risques. Elles investissent dans la recherche et le développement pour créer de nouveaux produits ou services. Par exemple, des entreprises technologiques comme Apple, Google qui ont pris des risques pour innover et se démarquer de leur marché respectif. Alors, il existe donc un équilibre entre la prudence et l'audace. Trouver le bon équilibre entre la prudence et l'audace est crucial. Une approche conservatrice peut réduire à des opportunités marquées, tandis qu'une prise de risque excessive peut entraîner des pertes. Donc, les entreprises doivent évaluer les risques dans le contexte de leurs objectifs stratégiques. Donc, on a donc des analyses des risques qui peuvent être faites, une bonne planification, un bon suivi
peut aussi valoriser cette situation-là. Merci Joseph Zambo. Nous passons la parole à Maxime Julien. Alors, Maxime, restons d'abord au niveau du risque avant d'attaquer le gain, même si à un moment donné, on essaiera de comprendre le rapport que nous pouvons avoir directement entre le risque en entreprise et finalement le gain. Alors, lorsqu'on est un entrepreneur, est-ce que nous prenons des risques n'importe comment? Y a-t-il une méthode à faire à soi lorsque nous voulons prendre un risque en tant qu'entrepreneur? Alors, parfait. Ici, il faut d'abord commencer par dire que l'entrepreneuriat est risqué. Ça, ne vous trompez pas. Vraiment, le jeu entre le gain et le risque, c'est l'un qui est le moteur ou l'essence de l'autre. C'est-à-dire que dans la vie, vous voyez, la population camerounaise même aime beaucoup le fonctionnariat. Pourquoi? Parce qu'en réalité, à la fin du mois, il y a un salaire qui est arrivé. Vous êtes sûr? Moi, je pense que c'est l'argumentaire que maman m'a donné lorsqu'elle voulait me forcer à aller faire la fonction publique et pas l'entrepreneuriat. Parce qu'on disait, mais est-ce que ça va marcher? Oui, mais il faut d'abord investir beaucoup. Oui, mais tu ne connais pas ça. Oui, mais c'est quelque chose de risqué d'entrée de jeu. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Et donc, c'est quelque part un risque. Dans le monde des affaires, le risque, c'est l'incertitude de la décision. C'est-à-dire qu'on se demande, est-ce que je suis sûr qu'en faisant ceci, là, ça va me rapporter de l'argent? C'est vrai qu'il y a une corrélation entre le risque et le gain, parce que parfois, quand tu prends un fort risque, il y a des probabilités pour que tu aies un fort gain. Et cette relation-là existe permanemment. Mais il faut d'abord... Comme tu peux aussi prendre un fort risque, et tu as une grosse perte. Ça, c'est clair. C'est pour ça qu'il y a tout autour de l'univers entrepreneurial toute une école sur la gestion des risques. Le risque, d'abord, c'est quoi? C'est un événement qui, lorsqu'il survient, perturbe le bon fonctionnement ou le déroulé de l'organisation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, lorsque ça arrive, vous partez, les choses ne se passent pas comme vous avez prévu, il y a des conséquences qui y arrivent. Et donc, il parlait tout à l'heure des risques financiers. Je vais vous montrer le rapport qui est très parlant. C'est-à-dire qu'en entrepreneuriat, en fait, on gère les risques. Quelqu'un qui sait gérer un risque ou la probabilité pour qu'un événement survienne qui peut perturber son bon fonctionnement est à même de mieux se développer. Je prends juste 2 ou 3 risques. Le premier type de risque que mon frère a cité, c'est le risque financier. C'est le fait que vous avez un projet innovant et puis vous dites non, pour ce projet innovant, il faut 15 millions. Et vous demandez à un banquier de vous donner ces 15 millions. Le banquier ne vous donnera pas ces 15 millions parce que vous dites que vous avez besoin de 15 millions pour fonctionner. C'était un risque financier. Il prend l'argent là-haut, chez ceux qui ont le compte chez eux. Ces gens-là, ils doivent investir cet argent pour qu'ils puissent le récupérer avec des intérêts. Et donc, vous rédigez un business plan. On sait aujourd'hui qu'il y a des logiciels qui vous sortent un business plan avec des calculs parfaits. Et vous voulez dire, mon business plan est bien rédigé. Parfait ici. Les banques, avant de vous donner leur argent, cherchent à minimiser le risque. Comment est-ce qu'ils font pour gérer ça? En réalité, ils ne vont pas vous le dire. On ne donne pas l'argent à quelqu'un qui a apporté un business plan parce qu'il a apporté un business plan. Un business plan montre que votre affaire est organisée, que vous savez comment est-ce que vous allez gérer la chose. Ça ne montre pas que vous êtes capable de faire ce que vous avez dit à l'intérieur, que vous allez faire. Et donc, ce que le banquier va valider, c'est ce que j'appelle la phase de mise en œuvre d'un projet. C'est-à-dire que vous voulez faire le champ de gombo de Niemek sur 10 hectares, et bien maintenant vous vous dites, ok, avant de demander 10 millions pour travailler sur 10 hectares, je vais prendre mon propre million, ok, je vais aller investir sur 1 hectare, je vais gérer les aléas qui sont liés à la pratique du terrain, et si là je m'en sors et que je pourrais à démontrer que non, avec 1 hectare, j'ai pu générer avec 1 million, 2 millions, 5, non vraiment si on est temps, vous allez comprendre que je gère, je connais la chose, là la banque est plus désignée à vous donner l'argent. Elle ne va pas prendre le risque de retirer l'argent que ses clients l'ont donné pour vous donner comme ça. C'est un risque financier. Et il y a des risques opérationnels. Quand on parle d'un risque opérationnel, c'est que dans les opérations de fonctionnement, il y a un événement qui peut survenir qui vous empêche de bien travailler ou d'atteindre vos résultats. Je prends un cas comme ça. Blairoui McDo allait récupérer sa médaille à Douala et il est surchargé avec beaucoup de sollicitations. Et puis il s'est dit, ok, je vais prendre Cameco, comme Douala Yaoundé c'est 30 minutes. Je pense que vraiment d'ici 1 heure je serai là. Sauf qu'il arrive, n'ayant pas très bien connu qui est Cameco, et il découvre que il ne peut pas voyager dans 1 heure comme lui, il avait prévu que dans 1 heure là, il allait se déplacer. Ça c'est un risque opérationnel. On parle de risque stratégique, c'est-à-dire que sur le plan stratégique, quelqu'un qui pense qu'il a un business ou une affaire, et il pense que l'idée qu'il a eue là, ça va marcher. Il est convaincu que l'idée qu'il a eue là, ça va marcher. Il ne faut pas confondre, je veux dire quoi, le besoin potentiel du besoin réel.
Quelqu'un me dit, bon, moi je t'assure que si on fait le business, ça va marcher. Il y a les gens qui... Je prends un exemple simple pour expliquer, je vais sortir par là. Oui. Quand j'étais à l'extrême nord, j'avais la grâce d'avoir la cantine universitaire. Je nourrissais les étudiants ainsi que les enseignants, par la grâce de Dieu. Et quand on est arrivé, parce que moi j'ai eu une formation en hôtellerie, j'ai été formé dans la cuisine, et donc on va se dire, bon, à l'extrême nord, là-bas... Finalement, vous avez trop de formation. Vraiment, c'est compliqué, y a pas, on mange que le tasba, on mange que le coquille, il n'y a pas les choses du sud, les gars, et puis même, les gars, de toute façon, ils préparent là, c'est pas trop ça, on a besoin de vivre quelque chose comme ça. On s'est dit, non, vraiment, c'est des sudistes qui sont montés à l'extrême nord, si on lance quelque chose, ça va marcher. Je lance donc avec des collègues un restaurant de 57 places assises. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que à partir de la deuxième semaine et demie, troisième semaine par là, comme je faisais des plats de 1000 francs, 1500, 750, je commence à avoir 7 personnes qui entrent, 8 personnes qui entrent, 9 personnes qui entrent. On a près de 2000 étudiants. Pourquoi est-ce que j'ai pensé que ça allait marcher? Et quand je les ai même interrogés, ils ont dit que ça allait marcher. Pourquoi est-ce qu'à un moment, je n'ai que 7 à 8 étudiants? Parce que je n'avais pas fait une étude de marché préalable. Je suis entré dans le marché sans étudier le marché, sans évaluer le réel besoin qui est pas le besoin potentiel, mais le réel besoin. C'est quand j'ai migré à beignets bouillis haricots que je faisais 3 grosses mamies de haricots par jour. Et les gens étaient en train de consommer. Parce que là, j'avais vu maintenant ma clientèle réelle, mon besoin réel. C'était 150, 200. Ce qui se passait, c'était qu'ils tous ils voulaient manger. C'était la bonne bouffe, les émincés de bœuf aux légumes, etc. Je félicite encore le maître Ngabo Germain Robert qui m'a appris ces menus-là. Mais ils avaient des mandats de 30-40 000. Donc, s'il fallait dépenser 1000 francs chaque jour, à partir de la 3e semaine, son mandat est fini, il ne peut plus venir. Et c'est une étude de marché qui vous permet donc d'identifier le réel besoin, d'élaborer la stratégie qu'il faut pour mieux vous positionner. Et ça, c'est la gestion des risques. Merci. Merci, Maxime Julien. Merci de faire découvrir tes talents de cordon bleu sur ce plateau. Vous êtes ingénieur, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes excellent cuisinier. Peut-être un jour, vous allez également nous dire que vous avez joué beaucoup au foot. Ouais, c'est arrivé dans le passé. Alors, Pierre Blériot, Nyamek, nous parlons de risque. C'est un aspect également fondamental en entreprise. Ils sont nombreux, vous les connaissez. Peut-être que vous-même vous êtes passé par là en investissant, que vous puissiez perdre. Comment vous expliquez cela? Ou alors, est-il possible qu'on puisse investir et toujours gagner lorsqu'on a mené des bonnes études de marché? Bon, encore que la notion d'étude de marché telle qu'elle est enseignée dans les écoles me pose problème. À quel niveau? L'étude de marché, bon, je vais vous parler simplement. Si vous voulez faire une activité, par exemple, de restauration en Vogada, vous dites, je vais ouvrir un restaurant en Vogada. Vous faites faire une étude de marché. On va vous dire, Vogada, c'est un quartier populeux, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de personnes. C'est même un quartier populaire, ainsi de suite. Si tu ouvres ton restaurant, voici, il y a beaucoup de personnes. Sauf que la vraie étude du marché, c'est le contact avec le marché. Moi, je vais donc vous dire que si vous ouvrez un restaurant en Vogada, si vous ouvrez sur la route de la mobile Vogada qui va vers le marché Vogada, vous pourrez avoir de la clientèle. Si vous traversez vers Emombo et vous entrez sur la route de la casse qui va chez moi, là-bas, on n'achète pas les plats qui coûtent plus de 300. Mais c'est ça l'étude de marché. Tu sais, mais nous sommes toujours en Vogada. Il suffit de modifier la route seulement. Les habitudes changent. Si vous venez à la mobile pour ouvrir un salon de coiffure, vous pourrez faire la coiffure VIP. Si vous venez sur ma route, il n'y a pas de coiffure VIP là-bas. Même si ton salon est beau, comment c'est 500. Si ça dépasse 500, tu déménages. Donc, moi, l'étude du marché, c'est l'étude du contact direct de l'environnement immédiat. Première chose. Deuxième chose sur les risques, j'ai fait dans un domaine qu'on pourrait considérer comme de la stochastique, c'est-à-dire qui ressemble au jeu de hasard. Parfait, quand vous investissez, ceux mêmes qui vous amènent à investir vous disent qu'il faut toujours investir ce que vous êtes prêt à perdre. Voilà la règle. Il faut toujours investir la part de votre patrimoine que vous êtes prêt à perdre. Je vais aller plus loin. Si un ami vient te demander un prêt d'argent, prête-lui seulement le montant que tu peux lui laisser prendre. Le laisser prendre. Que je t'ai donné.
Dans la tête. Ne lui prête pas le montant que tu n'es pas prêt À laisser. à laisser. Donc, moi, le montant supérieur que je peux laisser à un ami, c'est 500 000. Donc, si tu me demandes 1 million, je ne te prête pas ça. Si je te prête 500 000 et que tu es un ami proche, je sais que si tu bouffes les 500 000, je vais gérer. Vous voyez un peu, c'est comme ça qu'on investit. Et le grand danger, c'est l'amour du gain rapide. Ce n'est pas parce qu'on vous dit qu'une activité va vous rendre très riche qu'il faut y aller. Non. L'activité qui va te rendre très riche commence par faire en sorte que ce soit le bénéfice tiré de cette activité qui accroît le capital. C'est-à-dire, on dit que si tu investis dans le gombo, tu seras vite riche. Mets 1 seul million. Quand le gombo va te donner 2 millions, prends les 2 millions produits par le gombo. Sachant que si ça tombe, c'est toujours le bénéfice qui est parti. Ne te dis pas que comme ça a produit 1 million de bénéfices, je m'en vais maintenant prendre tous mes 50 millions et m'endetter chez les voisins. Parce que là maintenant, le tout aussi, c'est la totale. Entre-temps, l'AVC peut t'éviter. Hein? Non, l'AVC est déjà là. C'est pour cela qu'on dit qu'on ne met pas tous ses œufs dans un seul panier. Il faut toujours garder la part. Et si vous évoluez comme ça, comme entrepreneur, vous devenez riche, même en échouant. Parce que vous avez pu mesurer le risque. Vous ne vous êtes pas laissé emporter par le goût du lucre, le goût du bénéfice. Le bénéfice, plus le bénéfice est grand, ou plus le bénéfice semble grand, plus le danger est grand. Plus le bénéfice semble grand, plus le danger. C'est pour ça que moi, quand quelqu'un me raconte une histoire, oh, tonton, si tu mets 1 million dans ça, tu auras 10 millions. Je dis passe. Parce que toi-même, il fallait seulement mettre 100 000. Tu allais avoir 1 million. Après, tu mets 1 million. Tu as 10 millions. Pourquoi tu viens me voir? OK? Donc, il faut éviter les bénéfices trop grands qui emportent des risques très grands. Merci. Hein? Éviter des risques trop grands qui emportent... Il faut éviter les bénéfices trop grands. Éviter les bénéfices trop grands. Qui emportent des risques trop grands. Qui emportent des risques trop grands. Ça, c'est une formule de l'entrepreneuriat que Blériot est en train de vous donner en direct hein, à l'antenne. Yvan Boula, vous qui êtes justement entrepreneur, est-ce que au niveau justement de votre cursus, il vous est arrivé de faire face aux problèmes de risque et finalement aux problèmes ayant trait au gain? Alors, écoutez, mes copanélistes ont bien détaillé déjà la situation de par la définition de Joseph et les interventions des autres. Moi, je vais résumer ça à la liberté. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, on est justement libre de faire ses choix stratégiques, le choix de ses collaborateurs, en fait, la gestion de son temps. Mais justement, il ne faut pas sombrer dans le libertinage. Parce que c'est là où les problèmes commencent. Puisqu'on peut gérer son temps comme on veut, puisqu'on peut choisir avec qui travailler, puisqu'on peut choisir les décisions à la hâte, on se dit que on peut atteindre les objectifs comme ça. Non, justement, un entrepreneur, il doit pouvoir se discipliner plus que quelqu'un qui est même dans le fonctionnariat. Parce que le risque est tellement énorme et élevé. Il a sa propre banque. Voilà. Pour moi, donc, un bon entrepreneur doit échouer. Ah bon? Oui, il doit échouer plusieurs fois. Parce que si vous n'avez pas échoué plusieurs fois, vous n'allez pas apprendre comment on fait ce qu'on appelle le risque calculé. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas une science exacte. Vous pouvez investir 100 fois et échouer 100 fois. Mais au moins, vous aurez appris à investir, c'est-à-dire que vous aurez au moins gagné en intelligence de ne plus investir comme les fois précédentes. Donc, pour moi, je dis qu'un bon entrepreneur doit être celui-là, au-delà de la discipline, il doit échouer plusieurs fois. Et autre chose, c'est qu'il doit pouvoir se construire une bonne éducation financière. Vous pouvez avoir des gains, mais vous n'en savez pas quoi faire. Donc, c'est ce que le grand frère Léo disait. Après, il faut diversifier. Une fois qu'on a eu les revenus, il faut diversifier pour ne plus se retrouver coincé parce que l'économie est complexe. Donc, il y a des secteurs d'activité porteurs c'est-à-dire que sur court terme, à moyen et à long terme. Donc, sur les 12 mois de l'année, il faut savoir dans quoi investir pour que vous ne vous retrouvez plus comme quelqu'un qui a mis 100 000 dans un business et puis il faut pouvoir diversifier 50 000, 20 000, 20 000 et savoir donc, et il faut surtout créer une chaîne de valeur, c'est-à-dire investir dans des business qui peuvent se compléter. Vous comprenez?
les business qui peuvent se compléter. Se supporter. Voilà, c'est très important. Se porter. Voilà, donc s'il faut le dire comme ça. Si je peux voler une seconde, Allez-y, Rafa, bien, ici. oui. Ce que le copanéliste dit est très important. Vous savez ce qui a tué certains entrepreneurs? Non. Vous prenez votre argent, tout votre capital, vous mettez dans un business à long terme. Ensuite, les problèmes de la vie vous pressent. Vous vous retrouvez dans un crédit que vous payez, par exemple, nous on a des pratiques, comment vous appelez ça, les prêts d'argent qu'on prend au quartier là, avec beaucoup d'intérêt. L'usure. Parfait, tu as pris 10 millions. Tu as mis dans un business qui est supposé te donner le double, mais dans 3 ans. Et tu n'as plus de quoi manger, l'enfant tombe malade. Tu t'en vas prendre 1 million à l'usure. Les 1 million là produisent 20 millions d'intérêts que tu vas prendre. Non, il faut toujours garder la petite réserve. Il ne faut pas se vider parce qu'on dit qu'on est entrepreneur. C'est compris.